Donc, en effet, je suis Gérald Bronner, je suis professeur de sociologie à l'Université Paris Diderot. Et je suis membre de l'Académie nationale de médecine et aussi membre de l'Académie des technologies. Alors, je ne sais pas, peut-être que je m'en sers pas bien. Donc, je crois que l'intitulé, c'était Humain et gestion de l'information. Donc, je vais beaucoup vous parler là dans cette conférence finale, oui, en effet, d'information, de crédulité, de connaissance. Parce que c'est vrai que le flux d'informations, c'est ce qui caractérise notre époque contemporaine. Nous avons la chance extraordinaire de vivre une époque qui est probablement historique. Les historiens du futur, même dans des centaines d'années, remarqueront que les contemporains du début des années 2000, on va dire, ont vécu une époque tout à fait remarquable. Une époque qui est marquante, je le disais tout à l'heure dans une conversation avant de venir ici, depuis même, par exemple, le néolithique, n'est-ce pas, qui constitue une des grandes révolutions, 12 000 ans à peu près avant Jésus-Christ, une des grandes révolutions de l'humanité. Donc on a une chance extraordinaire. D'autant que moi, comme plusieurs d'entre vous, je me rappelle en 1989 la chute du mur de Berlin, puis la chute des Ceausescu, etc. Bon, la chute grosso modo de l'Empire soviétique. Et certains nous disaient que c'était la fin de l'histoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Francis Fukuyama notamment disait que nous atteignions la fin de l'histoire. Et bon, c'était assez réjouissant, parce qu'apparemment les choses allaient bien se passer à partir de là. Et en même temps, c'était ça nous laissait une impression un peu mélancolique, quoi. La grande histoire se serait exprimée une dernière fois, et ensuite nous irions tous vers un temps un peu pacifié. Eh bien, la suite a montré que cette prédiction était en fait relativement fausse. Et en effet, nous avons vécu, nous le voyons bien, nous en sommes témoins, de l'histoire avec un grand H, dans son caractère imprédictible, fascinante, et en même temps un peu inquiétante. Un peu inquiétante parce que c'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'humanité que toutes les propositions intellectuelles, tous les modèles intellectuels prétendant décrire le monde, c'est-à-dire les théories religieuses, les théories scientifiques, la connaissance académique, les superstitions, la pensée magique, etc., tout cela est massivement en concurrence ouverte sur le marché de l'information, sur ce qu'on pourrait appeler le marché cognitif. Et ainsi, je ne sais pas, aujourd'hui, vous pouvez avoir un membre de l'Académie nationale de médecine, une de mes consoeurs ou un de mes confrères, je crois que je peux maintenant retirer cette écharpe, dont le point de vue sur les vaccins est concurrencé par quelqu'un qui tient un blog ou qui a un compte Facebook. Ça ne veut pas dire qu'il va l'emporter, mais du moins, la concurrence est ouverte. Auparavant, le monde social, ça ne se passait pas tout à fait comme ça. Par exemple, au Moyen-Âge, si vous vouliez contester la physique d'Aristote, vous pouviez le faire, mais ça avait un certain prix. Ça pouvait vous coûter très cher. La mort, hein, disons-le franchement. Donc on peut dire que certaines propositions intellectuelles étaient sanctionnées socialement, étaient taxées sévèrement sur le marché des idées. Puis ensuite, eh bien, cette concurrence entre la croyance et la connaissance sur le marché des idées s'est opérée. On peut dire par exemple qu'au XIXe siècle, c'est un siècle tout à fait fascinant, puisque c'est par exemple au XIXe siècle qu'est née la théorie de l'évolution, la théorie de Darwin. Et si vous y songez un instant, cette théorie de l'évolution, vous voyez qu'elle concurrence directement le texte biblique, par exemple, ou le texte coranique, quand ces textes prétendent nous décrire le monde tel qu'il a été institué. Ainsi, si vous lisez la Bible, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, moi je l'ai fait, j'ai lu le Coran, j'ai lu un certain nombre de textes, c'est relativement ennuyeux, mais en même temps, si on fait l'effort avec un stylo, on s'aperçoit que d'après ce texte, c'est-à-dire le Pentateuque, l'Ancien Testament, eh bien, d'après ce texte, la Terre aurait 6000 ans. Les animaux auraient été créés séparément des hommes, et en même temps, en quelque sorte. Bon, ça, c'est une vision possible, et le monde aurait été créé en 7 jours, comme vous le savez, etc. Donc ça, c'est une vision possible du monde. Seulement, évidemment, c'est quelque chose qui prétend décrire le monde, et à ce titre, cette proposition intellectuelle, elle peut être concurrencée par une autre proposition intellectuelle, qui est celle de Darwin, par exemple. Et c'est vrai qu'au XIXe siècle, quand on commence à faire de la datation de fossiles, on s'aperçoit que la Terre a probablement plus de 6000 ans. Alors, face à cette concurrence, que peut faire la croyance? Il y a plusieurs solutions. Soit le croyant dit, c'est simple, ce que dit Darwin, etc., c'est n'importe quoi.
Et c'est ce que les croyants ont essayé de faire dans un premier temps. Il disait, regardez, vous voyez bien, enfin peut-être, disait-il, peut-être que la grand-mère de Darwin était un singe ou une guenon, effectivement. Mais pas la mienne. Vous voyez, le genre d'argument Il y a des procès qui ont été faits, des grandes controverses, et on a l'état de l'argumentation de cette controverse. À ce titre, je vous conseille de lire un auteur qui s'appelle Stephen Jay Gould, qui est un auteur absolument admirable. Et il a écrit, par exemple, La foire aux dinosaures. Je vous assure, c'est absolument succulent. Et il raconte très en détail les batailles intellectuelles et argumentatives au XIXe siècle entre les représentants du clergé et les darwiniens. Et il y avait vraiment des arguments de ce genre. On s'interrogeait sur le fait de savoir si la grand-mère de Darwin était une guenon ou pas. Enfin, bon, vous voyez, des arguments de tout à fait bonne foi. Comme ça arrive souvent. Alors, le croyant peut donc dire non. Et puis à un moment donné, ça devient difficile de dire non. Alors aussi, il pourrait, c'est une deuxième option, renoncer à sa croyance. Il pourrait dire, dans le fond, puisque la description du monde, ce livre est considéré comme sacré, normalement il doit dire la vérité, puisque la description du monde qui est proposée dans ce livre est fausse, c'est peut-être que toute ma croyance est fausse. Alors ça arrive, mais très très rarement. Très très rarement. Généralement, quand vous contredisez une croyance, vous n'aboutissez pas à la fin de la croyance. C'est même souvent l'inverse qui est vrai. C'est plutôt le renforcement de la croyance que vous provoquez. C'est ce qu'on appelle l'effet underdog, c'est-à-dire l'effet contre-feu, c'est-à-dire que la contradiction d'une croyance, ça l'amplifie plutôt. Et la troisième solution, celle qui a été choisie en particulier par le monde catholique, c'est d'assouplir la lecture littérale du texte. Grosso modo, de dire « Ah non, mais attendez, c'est un malentendu, on s'est mal compris ». Quand on dit que le monde a été créé en 7 jours, ce n'est pas vraiment des jours, en fait, ce sont des grandes époques, etc. On peut même dire du coup que la Bible a un caractère prophétique d'un point de vue scientifique. Et donc on dit que le texte a une nature symbolique. Et quand la croyance considère que les textes qui la soutiennent sont symboliques, c'est une façon de rendre irréfutables ces énoncés. Et de cette façon, elle peut supporter la contradiction, la concurrence que lui opposent certains modèles intellectuels qui viennent de la science. Voilà le genre de configuration qu'on a. Et aujourd'hui, dans l'Église catholique, en tout cas, et je vous rappelle que c'est Jean-Paul II qui parle, c'est pas moi, c'est le pape et son caractère infaillible, eh bien Jean-Paul II a reconnu que la théorie de l'évolution est plus qu'une théorie et qu'elle décrit bien les mécanismes du vivant. Donc, point final pour les catholiques. Pour les protestants, pour les musulmans, c'est autre chose. Il y a encore de grosses controverses et comme vous le savez peut-être, la théorie de Darwin a un problème de réception très important aux États-Unis, puisqu'il y a à peu près seulement 30% des États-Uniens qui déclarent croire en la théorie de Darwin. C'est quand même invraisemblable. Et comme vous le savez aussi, la théorie de Darwin, par exemple, vient d'être récemment classée X en Turquie. Je dis classée X parce qu'elle est interdite aux moins de 18 ans, donc je ne sais pas comment le dire autrement. Et donc, vous voyez que les rapports, les entrelacements entre croyance et connaissance, ce n'est pas si évident que cela. Et donc, nous voici arrivés dans un monde où croyance et connaissance peuvent s'affronter librement sur le marché des idées. Alors, dans un premier temps, on pourrait se dire, finalement, c'est très bien. C'est très bien parce que dans cette concurrence ouverte, les propositions intellectuelles fondées sur la rationalité vont forcément l'emporter. Ils sont mieux armés, plus convaincants, et à moyen ou long terme, ils vont finir par l'emporter. Ça, c'était l'espoir de la philosophie des Lumières. On se disait, il suffit d'éduquer les gens et de rendre disponible l'information pour qu'on aboutisse mécaniquement à une société éclairée par la connaissance. C'est exactement le rêve aussi qu'avaient les fondateurs d'Internet. Fondateur d'Internet, c'est la côte ouest états-unienne. Bon, il y a un petit peu de subvention de l'armée, mais grosso modo, c'est surtout des universitaires. Et ces universitaires et d'autres spécialistes des technologies, de l'informatique, du langage machine, etc., conçoivent une utopie et se disent, grâce à Internet, nous allons révolutionner la démocratie elle-même. Nous allons démocratiser la démocratie. Pardon. Et ça, c'est très intéressant parce que cet espoir, un peu trop optimiste, je dois dire, aujourd'hui, c'est facile de le dire, en 2019, cet espoir était encore très fort au début des années 2000 jusqu'en 2010, puisqu'il y a eu un rapport de l'UNESCO qui s'appelait « Vers les sociétés de la connaissance ». Vers les sociétés de la connaissance, grâce à Internet, tous ensemble.
Et donc, ce qu'on espérait, c'est de la même façon que l'augmentation du niveau d'éducation des populations, qui est un fait avéré, la disponibilité de l'information, qui est un fait tout aussi avéré, conduirait vers ces sociétés de la connaissance. On pensait alors que le fait de fréquenter, chose qui n'existait pas encore, les réseaux sociaux, qui n'étaient pas encore installés comme aujourd'hui, bien le fait de fréquenter autrui nous ouvrirait à des débats tempérés, où on observerait le point de vue des autres en se disant « Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas vu les choses de cette façon ». Et on aboutirait du coup à une forme de tempérance généralisée. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est produit, vous aurez remarqué. C'est même pour l'instant un peu l'inverse qui s'est produit. Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer dans cette conférence finale ce soir. C'est l'histoire tout à fait curieuse de la rencontre du fonctionnement ancestral de notre cerveau et de l'hypercontemporanéité du marché de l'information. C'est cette rencontre paradoxale qui est en train de générer, dessiner les linéaments du monde dans lequel nous allons vivre, dont nous sommes les acteurs, et qui est un des moments les plus importants de l'histoire de l'humanité. Donc encore une fois, on peut s'en réjouir, et on peut aussi s'en effrayer parce que, contrairement à ce qu'on espérait, toutes ces données que je mentionne n'ont pas fait reculer les croyances. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cela, au milieu des années 90, j'ai soutenu ma thèse en 1995, eh bien, les collègues, grosso modo, me disaient « Mais pourquoi tu t'intéresses aux croyances ?» Alors j'avais observé, par exemple, une secte de l'intérieur pendant 1 an pour voir comment ça se passait. Comment des gens qui me paraissaient ordinaires pouvaient croire que le gourou de la secte faisait léviter des éléphants avec le pouvoir de son esprit. Vu de l'extérieur, ça nous fait rire, évidemment, et on se dit, il faut être cintré, quoi, grosso modo, pour croire à ce genre de choses. Et en fait, quand je m'approchais de ce mouvement, quand je vivais avec eux, quand je courais le marathon avec eux, car oui, ils pensaient que le corps était le temple de l'esprit. Donc, vous voyez, j'ai mouillé ma chemise pour la recherche. Eh bien, quand je vivais donc avec eux, je m'apercevais que c'était des gens ordinaires, comme vous et moi, pas plus fous que vous et moi. Par contre, ils croyaient à des choses folles. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Comment est-ce qu'on peut croire à des choses folles sans être fou soi-même ? Quels sont les processus psychosociologiques qui aboutissent à cela ? Et donc, encore une fois, la plupart de mes collègues considéraient que c'était là des choses assez triviales et que, dans le fond, ça allait peu à peu disparaître sous les coups de boutoir des progrès de la connaissance. Je dirais que même ma mère ne lisait pas mes articles à ce moment-là. Et donc, j'ai quand même, avec un peu de pugnacité, conservé cet objet de recherche. Je m'intéressais par exemple à savoir comment les enfants abandonnent leur croyance au Père Noël. Alors évidemment, ce n'est pas avec ce genre de sujet qu'on se fait prendre au sérieux par la communauté universitaire, mais moi, ça m'apparaissait tout à fait passionnant. Parce que c'est vrai que c'est bizarre, quand vous y réfléchissez bien, que tous les enfants... Ce qui est bizarre, c'est pas qu'ils croient au Père Noël. C'est tout à fait normal, puisqu'il y a un complot des adultes pour leur faire croire la plupart du temps. Tous les gens en qui ils ont confiance, là, c'est vraiment un complot. On va en parler des théories du complot. Mais là, c'est vraiment un complot. Contre ces pauvres petits bambins, tout le monde leur fait croire qu'il y a une explication pour l'énigme. Quelle est l'énigme ? C'est qu'il y a des cadeaux le matin de Noël. Qui les apporte ? Ou plutôt, qui l'apporte ? C'est un personnage qui vivrait au pôle Nord. Il y a quelques éléments bizarres. Il se déplace avec un traîneau volant. Bon, ok, quand on est petit, on est prêt à croire. Mais ce qui est tout à fait mystérieux, c'est qu'en moyenne, à l'âge de 7 ans, les enfants réussissent presque par eux-mêmes à abandonner cette croyance. Par eux-mêmes, bon, un peu ce qu'ils entendent dans la cour d'école, peut-être les grands frères, les grandes sœurs quelquefois, mais en fait, avec vraiment des mécanismes hypothético-déductifs très intéressants. Par exemple, ils remarquent que quand le Père Noël arrive, parce que j'ai fait un certain nombre d'entretiens sur cette question, quand le Père Noël arrive, il a les chaussures du grand-père. Donc c'est un truc qui est un peu bizarre. Ou alors, les parents s'en vont, et donc le petit profite pour sauter sur le lit des parents, ce qu'il n'a jamais le droit de faire. Il saute, et de plus en plus haut, et il voit le dessus de l'armoire, et il y a les cadeaux, alors que c'est pas encore Noël. Et ces petits-là, ils arrivent à raisonner pour se dire c'est une anomalie dans la théorie. Il me faut donc une théorie alternative. Et la théorie alternative, c'est les parents. Mais ça paraît un peu gros quand même, parce que ça veut dire qu'ils nous ont menti depuis tout ce temps. Enfin bref. Problème sociologique complexe, et j'ai trouvé ça passionnant de travailler pendant plusieurs mois là-dessus. Mais tout ça pour vous dire, si je vous raconte cette anecdote, c'est que dans tout ce que je vais dire, qui est peut-être un peu inquiétant, il ne faut pas oublier que nous avons des ressources extraordinaires dans notre cerveau. Si ces petits, à l'âge de 7 ans, arrivent à faire reculer cette crédulité, alors que le monde entier est ligué contre eux,
pourquoi nous ne pourrions pas le faire? Alors je pense que nous pouvons le faire, mais vous allez voir que comme les petits dont j'ai parlé, le travail est redoutable. Redoutable parce qu'en effet, la situation est tout à fait exceptionnelle et je vais commencer par vous l'expliquer en prenant un exemple. Vous savez, généralement, dans les conférences, c'est bien de commencer par un exemple. Enfin, il faut d'abord faire une blague. Bon, je l'ai déjà faite, c'est ma mère qui lit pas mes articles, tout ça. Bon, ça vous avez pas tellement réagi, mais c'est pas grave. Et puis alors, voilà maintenant le moment de l'exemple. Le moment de l'exemple pour vous faire comprendre qu'on peut croire à des choses folles sans être fou et qu'il n'en faut pas beaucoup et que là-dedans, ce qui est impliqué, c'est à la fois notre cerveau et le marché de l'information. Alors, vous l'avez déjà vu, puisque c'était affiché tout à l'heure, mais regardez ce tweet. Je vous le traduis, c'est pas bien compliqué. Alors, c'est un tweet qui annonce qu'il y a eu un attentat à Paris qui a fait 120 morts et 270 blessés. OK. Et donc, on se rappelle tous des éléments dramatiques de Paris, bien sûr, le Bataclan, les terrasses, etc. Mais on se rappelle sans doute aussi de la date. C'était le 13 novembre 2015. Or, regardez, la date de ce tweet, c'est le 11 novembre 2015. Et ça, c'est un peu mystérieux. Alors, c'est pas un truc que j'ai truqué, c'est arrivé vraiment. Ce tweet, il a vraiment été diffusé le 11 novembre 2015. Et il était écrit cela. Et d'ailleurs, au-dessus, vous voyez quelqu'un qui a partagé ce tweet, il dit « Est-ce que quelqu'un, je me demande si quelqu'un peut expliquer les raisons techniques de cette prophétie ?» Et lui, il le voit comme une prophétie. Le tweet ne dit pas que c'était pas une annonce pour dans 2 jours, c'était comme si ça venait de se passer. Et alors, évidemment, ce tweet a suscité une croyance. Il y a plusieurs façons d'interpréter ce tweet. On peut se dire que la personne qui a envoyé le tweet, elle a des dons précognitifs. Elle a vu l'avenir. Pour les amateurs de voyance, je vous salue, c'est une interprétation possible. L'autre interprétation, celle d'ailleurs qui a généré cette croyance, c'est le fait que quelqu'un savait avant les attentats, peut-être quelqu'un des services secrets, et a voulu faire fuiter l'information. Cas de conscience, etc. Et cette interprétation, elle a été d'autant plus populaire que Twitter a, dans la foulée, interdit ce compte. Il a retiré ce compte. Évidemment, ça a mis de l'huile sur le feu. Et la troisième interprétation possible, celle qui doit être la vôtre, je suppose, là, mais qui est très inconfortable intellectuellement, c'est que c'est juste une coïncidence. Et il a tweeté ça 2 jours avant, bon, il s'est passé des événements qu'on connaît, bon, c'est une coïncidence, mais c'est très inconfortable. D'ailleurs, je le vois à votre mine, vous n'êtes pas très convaincu par cette troisième interprétation. Alors, je vais être décevant, il n'y en a pas d'autres, donc il va falloir en choisir une des 3. Et je vous l'annonce, il y en a une des 3 qui est bonne, et quand je vous aurai expliqué pourquoi, je prends un peu de risque, vous serez convaincu. Vous direz, ben oui, bien sûr. Mais notre cerveau résiste, c'est ça que je veux vous dire, notre cerveau résiste à l'idée que ça puisse être une coïncidence. On se dit, c'est quand même un peu gros. Comment raisonne-t-on, en fait? On se dit, mais c'est quand même un peu gros. Quelle est la probabilité de chance pour que quelque chose comme ça arrive? Il n'y en a pas si souvent, des attentats mortels. Bon, il y en a eu quelques-uns, malheureusement, ces dernières années, mais c'est quand même, heureusement, encore un fait social extrêmement rare, les attentats mortels. Donc, quelle est la probabilité de chance pour que cela survienne? C'est très, très faible. Donc, j'ai du mal à accepter que ça soit une coïncidence. Et il y a un défaut dans notre raisonnement. Ce défaut porte un nom technique. Ça s'appelle la négligence de la taille de l'échantillon. Et derrière ce nom technique, il y a un phénomène très simple. C'est-à-dire que nous voyons que ce tweet-là, mais pas l'ensemble des tweets qui ont été émises par ce compte. En d'autres termes, supposons que j'ai une chance sur 100 000 de réussir à faire quelque chose. Par exemple, d'envoyer une bille, je ne sais pas, dans un tout petit trou là-bas, à 10 mètres. J'ai peu de chance, mais ce n'est pas impossible, je peux le faire. Si j'ai une chance sur 100 000 de réussir ce défi, et que j'essaye 100 000 fois, c'est bien normal que je réussisse au moins une fois, n'est-ce pas? Seulement, si le monsieur qui est derrière la caméra filme les 100 000 fois, mais ne retient que le film où j'ai réussi à envoyer cette bille, et qu'on le projette là. Vous allez dire, ce type, le professeur Bronner est extraordinaire, regardez comme il est habile, clac. Vous allez dire, oui, effectivement, incroyable. Mais peut-être que vous allez vous dire aussi, ce serait la bonne et saine question rationnelle, oui, mais il a essayé combien de fois? Parce que s'il a essayé 100 000 fois, il n'y a rien d'étonnant à cela.
De la même façon, ce tweet est extraordinaire et il peut susciter toutes sortes de théories du complot. Mais une fois qu'on a rétabli le nombre de tweets, c'est-à-dire des centaines de tweets envoyés tous les jours par ce compte, et vous voyez qu'il était toujours sous la même forme. Par exemple, épidémie d'Ebola, 120 morts, 270 blessés. On ne sait pas ce que c'est des blessés d'Ebola d'ailleurs, mais enfin bon, ok. Attaque d'une mosquée, 120 morts, 270 blessés, etc., etc., etc. Vous en avez des centaines et des centaines par jour, et donc il n'est pas étonnant que de temps en temps, totalement par hasard, malheureusement, ce qui ne se présente pas comme une prédiction, parce qu'en fait ce compte dit que ça vient d'arriver, eh bien que ça colle à la réalité. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il y en a qui font ça? C'est quoi l'intérêt? En fait, c'est un intérêt économique. C'est ce qu'on appelle, excusez-moi du terme, les putaclics. C'est-à-dire que vous allez avoir tendance à cliquer sur le lien pour savoir de quoi il est question. Moi, si je vois quelqu'un qui m'annonce un attentat à Paris, là, on est ensemble, tout à coup, je vois 50 morts à Paris, etc., je vais me précipiter sur le lien pour en savoir plus. Et derrière le lien, il n'y a rien, il y a juste des pages de publicité. Vous êtes fait avoir, mais le compte a enregistré un passager, si je puis dire, de plus. Et c'est comme ça qu'ils vont vendre leur page de publicité. Donc leur stratégie économique, c'est d'essayer d'attirer votre attention. C'est des capteurs d'attention avec de fausses annonces. Ce n'est pas malveillant en soi, c'est juste très cynique d'un point de vue économique. Et puis ensuite, on vous vend des plages de publicité. Ce que je veux dire, ce n'est pas malveillant dans le sens où on ne veut pas vous faire croire à des choses, on ne veut pas vous faire croire qu'il y a une théorie du complot, etc. D'ailleurs, c'est un robot, c'est un bot qui est derrière ça, ce n'est pas un être humain. D'ailleurs, on le voit bien dans l'énoncé. Il y a une ossature, et puis après, le robot met des mots, etc., rend la chose totalement automatique. Et donc évidemment que Twitter interdit ce compte. C'est pas parce que Twitter a peur que ce compte révèle des secrets, etc. En fait, ce petit processus, vous voyez, implique le marché de l'information, des acteurs qui ont un intérêt économique, qui n'est pas facile à reconstruire quand on ne connaît pas ce mécanisme, et puis surtout le fonctionnement ancestral de notre cerveau. C'est-à-dire notre incapacité souvent à reconstruire la taille de l'échantillon duquel est issu un phénomène qu'on évalue. C'est ainsi qu'on peut se faire piéger, par exemple, par des astrologues. Et il y a une astrologue célèbre, Elisabeth Tessier, pour ne pas la nommer. Je la nomme parce que c'est une collègue, elle a un doctorat de sociologie. Donc, cette collègue publie chaque année un livre de prédictions astrologiques. Elle dit ce qui va se passer l'année prochaine. Et donc, l'année suivante, et généralement, elle se gargarise avec le bandeau en disant « j'avais prédit ceci, j'avais prédit cela ». Par exemple, une année, c'était marqué « j'avais prédit ». N'est-ce pas, la catastrophe de Tchernobyl. Là, pareil, on se dit, attends, non, la catastrophe de Tchernobyl, des accidents nucléaires, il y en a eu que 3 dans l'histoire du nucléaire, donc c'est quand même très rare. Là aussi, le rationaliste, il exagère un peu en disant que c'est une simple coïncidence. Mais en fait, je suis allé voir cette prédiction, parce que c'est un peu troublant, et on s'aperçoit qu'elle n'a pas prédit du tout au jour près. Elle a donné un segment de plusieurs jours, une semaine. Bon, vous allez me dire, mais quand même, malgré tout, c'est déjà pas mal. Oui, mais elle ne prédit pas du tout le lieu. Elle ne dit pas que c'est à Tchernobyl. Bon, d'accord, mais un accident nucléaire tout de même. Oui, mais elle ne prédit pas un accident nucléaire. Elle dit en fait qu'il y aura un problème avec des gaz mortels. Donc, problème avec des gaz mortels, dans cette semaine-là, quelque part dans le monde. D'accord ? Donc, dans ces conditions, évidemment, quand vous émettez des centaines et des centaines de prédictions, comme ce compte, il est normal que de temps en temps, vous tombiez par hasard. Et c'est ce qu'avait bien compris Voltaire, les astrologues ne sauraient avoir le privilège de se tromper toujours. Et donc effectivement, d'ailleurs, la preuve, c'est que les astrologues au Canada sont défiés régulièrement par des sceptiques québécois, les meilleurs astrologues du pays, disent-ils. Et les sceptiques du Québec, eux, ce qu'ils font pour prédire, c'est qu'ils prennent des fléchettes et ils tirent comme ça. Alors la première fléchette indique le lieu, la deuxième, la date, et la troisième, le genre d'événement. Tremblement de terre, manifestation violente, ce que vous voulez. Et à la fin, ils obtiennent exactement les mêmes résultats que les astrologues, n'est-ce pas? C'est normal, puisqu'en fait, ces résultats sont obtenus par hasard. Mais ce que nous n'arrivons pas à comprendre, enfin ce que nous avons du mal à comprendre, là où notre cerveau résiste, c'est qu'on a l'impression que ça ne peut pas être une coïncidence, quand on n'arrive pas à reconstruire la taille de l'échantillon duquel sont issues ces prédictions. Eh bien, ce simple petit mécanisme permet d'expliquer des dizaines et des dizaines de croyances différentes. Et donc, oui,
Oui, nous sommes caractérisés dans notre époque donc par un flux d'informations invraisemblable. Et je vous le disais, c'est une première historique et cela a un impact sur cette concurrence effrénée entre croyances, connaissances, etc. Songez qu'aujourd'hui, par exemple, a ressurgi la théorie de la Terre plate, ce qu'on appelle les platistes. Ils s'autodésignent comme ça, les platistes, c'est ceux qui croient que la Terre est plate. Comment expliquer le retour de cette proposition? Ils se sont réunis en congrès international l'année dernière aux États-Unis. Et comme ils aiment à le dire, mais ils ne réfléchissent pas bien à cette phrase, ils ont des membres tout autour de la planète. Bon. OK. Eh bien, si vous voulez, c'est un symptôme un peu trivial, mais c'est un symptôme qui en dit long sur le fait que les progrès de la connaissance n'ont pas, loin s'en faut, déraciné les croyances, même les plus exotiques, même les plus loufoques. Et une des explications, c'est cette dérégulation du marché de l'information. Dérégulation du marché de l'information, ça veut simplement dire qu'auparavant, il y avait des régulateurs du marché, ceux qu'on appelle les gatekeepers, journalistes, patrons comme vous, présidents d'associations ou universitaires comme moi, ou toute autre personne considérée comme légitime à prendre la parole dans l'espace public. Alors, ce n'était pas très démocratique, effectivement. C'est pourquoi on dit qu'Internet a démocratisé, en quelque sorte, la démocratie. Mais vous allez voir, c'est une drôle de démocratie. Et donc, effectivement, eh bien, il n'y a jamais eu autant d'informations disponibles dans le monde. Et ce petit graphique montre comment cette innovation technologique qui est Internet, mais ça, vous le savez tous, a progressé de façon géométrique. Donc, vous voyez, au début des années 2000, c'est-à-dire au début de cette diffusion de cet outil, eh bien, on dit qu'on a produit plus d'informations que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. En 2005, on avait produit 150 exabits de données. En 2010, on en avait produit 8 fois plus. Donc, on voit qu'il y a une progression absolument géométrique de l'information, de la disponibilité de l'information. Alors, dans cette information, évidemment, il y a tout. Il y a le prix de la pizza, la prochaine séance du cinéma, il y a la physique quantique, et puis toutes sortes de théories du complot. Tout cela, évidemment, se mélange. Et nous, là-dedans, on est complètement perdus. C'est évidemment un dédale, c'est un labyrinthe. Et comment s'orienter? C'est pas évident, d'autant que sur ce marché, je vous ai dit, qui est largement dérégulé, nous avons tous le droit d'intervenir aujourd'hui. Nous avons tous d'ailleurs un appareil dans notre poche qui nous permet d'enregistrer, de filmer et de verser évidemment en direct, s'il le faut, sur les réseaux sociaux, ce qui est en train de se produire. De tweeter, de mettre un post sur Facebook, etc., etc. Il y a presque autant d'éditorialistes aujourd'hui en France que de comptes Facebook. Tout le monde a son point de vue sur les gilets jaunes, sur la GPA, etc. Et pourquoi pas d'ailleurs, c'est pas le problème. Simplement, ça crée une énorme cacophonie. Donc vous voyez, cette possibilité d'intervention sur le marché de l'information, elle est assez bien représentée par cette photo. C'est le même lieu en 2005 et en 2013. Et vous voyez qu'il s'est passé un petit quelque chose là. Quand je vous dis qu'il y a une révolution sur ce marché de l'information, ça ne vous surprendra pas évidemment, mais cette photo elle est particulièrement spectaculaire. Alors pour l'anecdote, c'est au Vatican, mais bon, peu importe, on aurait pu prendre ce genre de photo ailleurs. Et alors cela va avoir un double effet en fait. Le premier effet, je vous l'ai dit, c'est cette disponibilité massive de l'information. Et là, on pourrait se dire, plus il y a d'informations disponibles, mieux c'est pour la connaissance. Je vais pouvoir bien m'informer. Sauf que ce n'est pas comme ça que fonctionne le cerveau humain. Parce que la façon dont fonctionne le cerveau humain, c'est-à-dire le mien, nous tous, c'est généralement pour tester un modèle intellectuel dans lequel nous croyons. Nous cherchons des informations qui vont le confirmer pour nous rassurer, plutôt que des informations qui vont l'infirmer. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation n'a pas entendu Internet pour exister, mais il est amplifié par Internet. Il n'a pas entendu Internet parce que, selon qu'on soit de droite ou de gauche, par exemple, on a tendance à lire telle presse ou tel autre type de presse. Parce que les autres disent des bêtises, parce que les autres sont des idéologues. Et généralement, nous avons tendance, évidemment, à nous enfermer dans une forme de confort intellectuel. Et il se trouve qu'Internet a amplifié ce biais de confirmation. C'est ce que j'appelle le paradoxe de la crédulité informationnelle. Plus il y a d'informations disponibles dans un espace public, plus la probabilité de chance qu'il y ait au moins une de ces informations qui aille dans le sens de vos attentes est grande. Et c'est exactement cette information que vous allez chercher.
Et les moteurs de recherche nous y aident. Et les algorithmes nous y aident. Il n'y a pas que les algorithmes, il y a notre cerveau, mais il y a aussi les algorithmes. Quand, par exemple, vous achetez un livre sur Amazon, bien vous avez vu qu'ensuite, on va vous faire des propositions. On va attirer votre attention par des bandeaux commerciaux. Et ces bandeaux commerciaux, ces propositions, tiennent compte des traces que vous avez laissées préalablement par vos achats. On va vous faire des propositions qui ressemblent à ce que vous avez déjà acheté. Là encore, pas de malveillance. Ce n'est pas pour vous rendre bête, pour vous enfermer dans un univers mental, mais parce que les gens d'Amazon savent que la probabilité de chance que vous achetiez quelque chose qui ressemble à ce que vous avez déjà acheté est importante, en raison du biais de confirmation, en raison du confort mental que nous cherchons. Et puis si vous êtes passionné par un thème, vous aurez tendance à vouloir lire d'autres choses sur ce thème. La même chose pour Netflix. Lorsque vous consommez une série, par exemple, on vous fait des propositions qui ont un rapport avec ce que vous semblez avoir déjà aimé. Et puis, ils tiennent compte du fonctionnement de vos cerveaux. Vous savez, vous avez vu que quand à peine un épisode est terminé, qu'on embraye déjà sur l'autre. Et ça, c'est tout à fait volontaire. Hein. Ça a été vraiment calculé par les neurosciences, le temps d'attention, le temps de vigilance et l'addiction à la fiction. Tout cela est tout à fait calculé. Ce n'est pas par hasard que ça se produit. Et donc, bien sûr, les algorithmes nous y conduisent. Prenez par exemple les réseaux sociaux. Eh bien, parmi tous vos amis, si vous êtes sur Facebook, parmi tous vos amis, vous ne pouvez pas voir tout le monde dans votre timeline. Surtout si vous avez des centaines, voire des milliers d'amis pour certains d'entre vous. Donc, en fait, Facebook, sans vous le dire, va sélectionner, va éditorialiser l'information que les amis mettent. Et vous allez voir prioritairement ceux qui sont en interaction positive avec vous. C'est-à-dire qui ont déjà liké vos contenus ou partagé vos contenus. Bref, ceux qui, en toute probabilité, pensent un peu comme vous. Bon. Et c'est ainsi que dans cet océan d'informations, nous avons tendance à nous constituer des positions d'insularité cognitive. Hein, j'aime bien cette image parce qu'elle le dit bien. Ben oui, et là encore, les algorithmes viennent au renfort du fonctionnement de notre cerveau. Sur Facebook, par exemple, certes, on présente les amis qui interagissent positivement avec nous, mais d'un autre côté, il n'y a pas besoin de Facebook pour nous faire virer un certain nombre de personnes quand elles ne sont pas d'accord avec nous. Ils sont agaçants, ces gens. Au bout d'un moment, on attend la faute, et une fois que la faute est commise, clac, on retire la personne de nos amis, voire on la bloque même. On attend d'avoir une bonne raison pour la bloquer. Par contre, les gens qui like et qui partagent ce que l'on écrit, vous avez remarqué qu'ils sont plus intelligents que les autres. Ils sont malins. Oui, c'est évidemment, c'est encore une fois cette vieille pente naturelle de notre esprit. Je me mets là-dedans, je ricane pas contre les autres. Moi, je suis exactement comme ça. Donc, ça m'aide à comprendre aussi les autres, de m'observer, d'observer ma propre médiocrité. Et oui, voilà, on a un cerveau. Et heureusement, c'est une bonne nouvelle d'ailleurs. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. On peut se comprendre les uns les autres parce que ce cerveau, il est fabuleux, bien sûr, mais en fait, dans un certain nombre de cas, il déconne systématiquement. Et on va le voir. Alors... Cela crée donc des positions d'isolement. Et un autre effet aussi, et c'est pour ça que les platistes ont réussi à ressurgir, et c'est pour ça de façon moins triviale, par exemple, que des croyances qui me paraissent très inquiétantes pour la santé publique, comme la méfiance vis-à-vis des vaccins, n'est-ce pas ? Vous savez que la France est le pays numéro 1 au monde de méfiance envers les vaccins. Dans le pays de Pasteur, c'est quand même très inquiétant. 30 à 40% des Français prétendent se méfier des vaccins. Ça peut paraître vraiment étrange dans la mesure où s'il y a bien deux mesures qui ont apporté quelque chose de fondamental, et quand je dis que fondamental, je parle de millions de vies sauvées, hein, on n'est pas sur du 5-6 personnes, on parle de millions de vies sauvées, c'est bien l'hygiène d'une part et les vaccins d'autre part. Excusez-moi, j'ai un peu un chat dans la gorge. Et donc, pourquoi tout à coup ces croyances surgissent ? C'est bien parce qu'elles sont portées par des groupes qui ont toujours existé, qui ont existé en tout cas bien avant Internet. Pour les anti-vaccins, par exemple, ils existent depuis quasiment l'invention du vaccin. Un de mes thésards a fait une thèse sur la question des vaccins. C'est ce que j'ai appris avec lui. Je ne savais pas que c'était aussi ancien. Mais généralement, ces argumentations, elles existaient, mais elles étaient confinées dans des espaces de radicalité. On ne les voyait pas. On les voyait peu parce qu'il y avait des gatekeepers qui empêchaient ce type d'argument d'arriver sur l'espace public. Et la dérégulation du marché de l'information a permis à ces individus d'essaimer leurs arguments au sein de l'espace public. Et comme ils sont beaucoup plus motivés que les autres, bien leur motivation permet de rendre visible
leurs argumentations. En fait, c'est une des clés fondamentales de ce qui est en train de nous arriver. C'est l'asymétrie de motivation entre les croyants, les radicaux, et des gens peut-être plus mesurés, qui sont sans doute assez nombreux dans la salle, qui suspendent leur jugement, qui attendent. Mais le problème, c'est que la motivation de ces gens, eh bien, elle rend particulièrement visible leur point de vue. Par exemple, si vous observez ce graphique, ça c'est ce qu'on fait en sciences sociales computationnelles. On fait des graphes, par exemple c'est sur Facebook, avec des comptes, et on regarde qui est en relation avec qui sur une controverse. Là, c'est une controverse qui oppose des gens qui défendent la théorie du complot contre des gens qui défendent l'orthodoxie de la science. Et on s'aperçoit de deux choses. Ce sont des graphiques qui sont illisibles, en fait, ça sert à rien, ce genre de graphique, finalement. Enfin, c'est des macros, il faut les ouvrir et tout. On peut calculer la densité des graphes, pour ceux qui font un peu de maths, mais en fait, la plus-value n'est pas très importante, mais quand même, là, il y a deux informations qui sont intéressantes. La première, c'est que ceux qui sont en rouge, qui défendent un peu la science, vous voyez, ils ne parlent pas tellement à ceux qui sont en bleu. En fait, il y a une homophilie sociale, hein, c'est ce que je vous ai dit, chacun reste entre soi et on apprend à se détester les uns les autres. Parce que dans ces noyaux, c'est ce qu'on appelle des chambres d'écho, vous avez peut-être entendu parler de ça, des chambres d'écho. Les chambres d'écho, c'est justement, ça fait écho aux arguments et ça polarise les points de vue, ça radicalise les points de vue. Donc les gens apprennent vraiment à se détester et sans s'en apercevoir, nous sommes tous dans des chambres d'écho. Et sans s'en apercevoir, nous utilisons des stéréotypes pour stigmatiser un certain nombre d'adversaires qui vont bientôt devenir même des ennemis idéologiques éventuellement. Bien sûr, nous avons raison, hein, et nous avons de bonnes raisons de faire ainsi, mais le problème, c'est on commence à vivre dans une société de tension permanente. Et le deuxième point, qui est tout aussi inquiétant, c'est que les conspirationnistes laissent 3 fois plus de traces que ceux qui défendent la science, comme vous le voyez. Hein, il y a beaucoup plus de bleu que de traits rouges. Ça ne veut pas dire qu'ils sont 3 fois plus nombreux. Ça veut dire qu'ils laissent 3 fois plus de traces. Ils sont 3 fois plus actifs. Ils sont plus motivés pour défendre leur point de vue. Et n'oubliez pas ce que disait John Stuart Mill, grand penseur du 19e siècle. La tyrannie, c'est toujours profiter de l'apathie des gens de bien et de raison. Le mal n'a besoin de rien d'autre généralement pour s'imposer que de l'inaction des gens de bien. Et donc, nous les laissons faire. Ils ont le droit de s'exprimer, après tout. Ils ont parfaitement le droit de s'exprimer. On est en démocratie, dans une certaine mesure, il y a des expressions qui sont interdites par la loi, mais à part cela, on a le droit de croire que la Terre est plate, on a le droit même de se méfier des vaccins, etc. Ce sont des gens, la plupart du temps, qui sont sincères. Donc il ne s'agit pas pour moi de les bâillonner, mais il s'agit de m'interroger sur ce que nous faisons. Pourquoi nous ne faisons rien ? Une des explications, c'est que, parce qu'on pourrait se dire après tout, c'est bien beau, mais finalement, moi ça ne me dérange pas, j'ai pas envie de... Par exemple, je ne crois pas à telle théorie du complot, etc. Je peux les laisser faire. La conséquence directe, c'est que leur point de vue, je vous ai dit, est plus visible. Alors là, on le voit sur ce graphe, mais si vous utilisez par exemple le moteur de recherche Google pour vous demander qu'est-ce que je vais trouver en premier sur un certain nombre de sujets, et ça c'est important, parce que Google et les autres disent qu'ils ne disent pas la vérité. Ils n'indiquent pas ce qui est vrai et faux. J'arrête pas d'avoir des conflits argumentatifs avec eux, essayer de leur faire comprendre que oui, bien sûr qu'ils ne disent pas ce qui est vrai et faux, et je comprends qu'ils ne se donnent pas ça comme tâche, mais le problème c'est qu'ils éditorialisent le monde. C'est-à-dire qu'ils classent l'information dans un certain ordre. Et cette ordinalité de l'information, elle a un impact sur les gens. Par exemple, j'ai regardé donc sur ce qu'on trouvait avec Google, les 30 premiers sites, parce que généralement les gens ne vont pas au-delà, 99% des gens s'arrêtent. Aux 30 premiers sites, c'est déjà pas mal, 3 pages de Google pour faire une recherche. Et si vous regardez, disons des croyances, on va dire, un peu loufoques, l'astrologie, le monstre du Loch Ness, vous avez sans doute entendu parler de ça. Les crop circles, c'est les grands cercles dans les champs de blé, ou soi-disant qui pourraient être des pistes d'atterrissage pour les extraterrestres. Et puis la psychokinèse, c'est les pouvoirs de l'esprit sur la matière. Alors c'est intéressant parce que la science s'est penchée sur ces 4 exemples, c'est pour ça que je les ai retenus. Bien sûr, ils sont relativement triviaux, ça fait pas grand mal ces croyances, mais il se trouve que la science s'est penchée dessus et qu'à titre provisoire en tout cas, elle a dit ça marche pas. Ça marche pas. Par exemple, le monstre du Loch Ness, s'il existait, il pourrait pas se nourrir.
premièrement, ce qui pose un problème. Et puis on a sondé vraiment les fonds, on n'a rien trouvé. Enfin bon, donc juste, peut-être qu'il y a un dinosaure avec des nageoires dans le lac. Mais à titre provisoire, c'est plutôt non pour l'instant. Bon. Et donc c'est quand même un problème que sur ces sujets et beaucoup d'autres, et notamment des sujets qui sont beaucoup plus problématiques, de santé publique en particulier, ou d'environnement, etc., on retrouve 60 à 70% de sites qui défendent la croyance. Et c'est un problème, pas pour ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas, mais ça pose un vrai problème pour l'immense majorité de nos concitoyens, c'est-à-dire ceux qui sont indécis sur un certain nombre de sujets. Si on reprend cette métaphore du marché de l'information, il est évident que le fait que certaines informations soient en tête de gondole ou soient bien achalandées dans les rayonnages va avoir un impact statistique sur les actes d'achat. Donc si vous êtes indécis, que vous ne savez pas trop, la visibilité de certaines argumentations va vous les endosser en toute probabilité. Ce n'est pas mécanique, bien entendu, mais sur le grand nombre, on verra l'impact de cette disponibilité de l'information. Donc la crédulité, elle peut compter sur de très bonnes équipes de VRP. C'est un produit qu'on vend bien parce qu'il y a des équipes de VRP très actives et que nous, on est un peu mou, on laisse faire, on les laisse prendre la tête de gondole, on se dit, bon, on va peut-être quand même vendre nos produits. Tant pis, ça sera tout en bas ou tout en haut, mais si vraiment les gens les veulent, ils les chercheront. Oui, mais non, ça ne marche pas comme ça, vous savez. Vous connaissez mieux les choses du commerce que moi et vous savez bien que la visibilité d'une proposition, elle a un impact statistique sur l'acte d'achat, surtout quand on est face à l'indécision, évidemment. Et alors tout cela, cette suractivité, elle produit aussi une accélération de l'information. Lorsque, dans une conférence que je faisais à l'Académie des sciences morales et politiques, son nom m'échappe, un académicien, Denis Kessler, qui est un ami en plus, Denis Kessler me demandait, oui, mais dans le fond, justement, revenons au début de ce que je disais, cette concurrence, elle va être favorable aux produits de la rationalité à moyen ou long terme. Puisque la concurrence sur un marché, ça permet de faire émerger finalement les meilleurs produits au bout d'un moment, si on croit à la vertu de la concurrence. Et je dis, mais même si on croit à la vertu de la concurrence, ce qui pourrait émerger, ce n'est pas forcément les produits les mieux argumentés, mais peut-être les produits les plus satisfaisants intellectuellement. Et la satisfaction intellectuelle n'est pas seulement le résultat d'un produit rationnellement argumenté. Un produit qui va dans le sens de nos attentes naturelles, par exemple, peut parfaitement se vendre mieux. Et donc, ce que cela provoque, cette dérégulation du marché de l'information, c'est des avantages concurrentiels pour les produits de la crédulité. Bon, la connaissance, évidemment, est loin de disparaître, mais en tout cas, la bataille telle qu'on aurait pu l'imaginer ne se produit pas forcément comme c'était écrit en quelque sorte dans les manuels. Par exemple, on n'avait pas pensé que cette crédulité se diffuserait beaucoup plus vite. Et par exemple, si vous prenez les théories du complot, le théorie du complot du 11 septembre, il a fallu 27 jours pour voir apparaître une première théorie du complot. Aujourd'hui, prenons par exemple Charlie Hebdo, les attentats de Charlie Hebdo, qui ont vu naître beaucoup de théories du complot, vous en souvenez peut-être, eh bien il a fallu attendre 0 jour. C'est-à-dire 1 heure après ces attentats, il y avait déjà des arguments. Et beaucoup d'arguments, regardez, je me suis amusé, si on peut dire, à dénombrer ces arguments au jour le jour. C'est un gros travail, parce qu'il faut regarder sur Twitter, sur Facebook, sur beaucoup de supports d'information. Le 7 janvier, le jour des attentats, il y avait déjà 26 arguments en faveur de la théorie du complot. 4 jours après, il y en avait plus de 100. Ce qu'on appelle des millefeuilles argumentatifs. Alors, quels sont ces arguments? Ils peuvent avoir rien à voir les uns avec les autres. Certains sont assez troublants. Par exemple, le fait que les frères Kouachi aient oublié leur carte d'identité dans la voiture, c'est vrai qu'on se dit c'est bizarre quand même. Bon. D'autres plus ou moins acceptables, ou en tout cas audibles, comme le fait que François Hollande serait arrivé trop vite sur les lieux. Il y en a qui ont calculé qu'il est arrivé à peu près en 25 minutes, et ils ont calculé que ce n'était pas possible. Et donc, s'il arrivait trop vite sur les lieux, c'est que forcément, il le savait avant les attentats. Et donc, il était dans le coup. L'explication serait pour faire remonter sa cote de popularité. Allez hop, je suis bas dans les codes de popularité, je vais massacrer un peu une équipe de rédaction. Non mais bon, vous voyez, c'est des hypothèses très très fortes. Puis chacun devient spécialiste en plus, spécialiste du transport d'un président, spécialiste balistique par exemple. Quand on a vu ces vidéos terribles de ce policier abattu par un des frères Kouachi dans la rue,
peut-être que vous les avez vues, ces vidéos, ou en tout cas entendu parler. On s'aperçoit, en regardant la vidéo, que eh bien, le policier essaye de sauver sa peau. Il dit c'est bon, chef. C'est mon chef. Et puis, bon, malheureusement, il était déjà blessé. Il prend une dernière balle qui l'achève. Et on ne voit pas de tache de sang sur le trottoir. Et donc, c'est pas vrai. C'est un comédien. C'est ce que disent les conspirationnistes qui sont devenus tout à coup spécialistes en balistique. Ils savent comment une balle de Kalachnikov traverse une tête. Et, enfin, peut-être ils ont vu dans les jeux vidéo ou des choses comme ça. Mais chacun devient spécialiste. Et sur Twitter et ailleurs, fouille les images. En fait, vous voyez comment la disponibilité de l'information, elle s'emboîte avec la crédulité. C'est parce qu'il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'images de ces attentats, que des gens un peu motivés, peut-être par jeu parfois, puis ça devient un jeu qui devient réel, essayent de fouiller pour voir des choses bizarres dans les images, comme par exemple l'incendie de Notre-Dame. L'incendie de Notre-Dame, où on voit vaguement une figure noire dans les flammes, hein, une silhouette noire. Donc il y a un type qui a mis le feu volontairement, puis il reste là à attendre dans les flammes. Il dit tant pis, je verrai bien ce qui se passe. En fait, c'était une statue. Mais vous voyez, peu importe. Ce qui est intéressant pour les conspirationnistes, c'est d'aligner un certain nombre d'arguments, d'empiler des arguments, parmi lesquels certains sont, donc je vous l'ai dit, troublants, rationnellement audibles, d'autres sont quand même très étranges, comme par exemple le fait que la manifestation en soutien de Charlie Hebdo a fait la carte d'Israël à l'envers. Ils sont allés voir le mouvement de la manifestation. Alors donc ils soupçonnent que c'est le Mossad qui a fait les attentats. Donc encore une fois, hein, et si on fait un pas de côté sur la théorie, les types, ils font un attentat diabolique, mais ils peuvent pas s'empêcher de signer quand même, quoi. On va mettre une petite carte d'Israël à l'envers, comme ça. Voilà. C'est complètement illogique si on y réfléchit un instant, mais c'est pas ce que visent les théoriciens du complot. Les complotistes, d'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont pas des théoriciens du complot, ils se posent juste des vagues questions, ça les amuse, et ils participent comme ça à constituer un millefeuille argumentatif. Le but, ce qui est en tout cas le résultat, c'est que ça crée un monstre argumentatif où certains, ceux qui sont indécis, se disent c'est peut-être que tout n'est pas faux là-dedans. N'oubliez pas qu'il suffit qu'un seul argument soit vrai pour que la théorie du complot soit avérée. Et donc ça crée une impression, une porte qui s'ouvre sur l'imaginable. Ça augmente l'empire de l'imaginaire sur un certain nombre d'événements d'actualité. Ça crée un autre effet, et ce qui explique pourquoi nous sommes apathiques la plupart du temps, c'est que ça crée une intimidation intellectuelle. Ça veut dire que si vous voulez contredire ces gens-là, il va falloir vous faner les 100 et quelques arguments et les démystifier les uns après les autres. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile de le faire pour une théorie du complot, c'est pas facile de le faire pour toute personne qui se méfie, par exemple, d'une innovation technologique, qu'elle relève des produits phytosanitaires ou de la manipulation génétique, etc., etc. Ça devient des sujets extrêmement techniques, à tort ou à raison. Mais en tout cas, l'effet que ça produit, l'effet social que ça produit, c'est une forme d'intimidation. Et je vais plutôt pas m'en mêler. Par exemple, sur les réseaux sociaux, je vais plutôt rien dire parce qu'il n'y a que des coups à prendre, en réalité, dans ces affaires. Parce que là, les équipes de VRP dont je vous parle, ils sont très, très motivés. Hein. Ils peuvent, même jusque dans certains cas, vous faire des menaces, vous harceler, vous poursuivre, etc. sur Twitter. On est certain à être un peu harcelé par exemple de conspirationnistes, par exemple. Hein, les conspirationnistes du 11 septembre, pour ne pas les nommer. Et donc, en fait, tout cela aboutit à ce résultat stupéfiant, paru dans la grande revue Science il y a à peu près 1 an, et qui montre que les fausses informations se diffusent 6 fois plus vite que les vraies informations sur Twitter. Donc vous voyez, cet avantage concurrentiel, il est tout à fait net en réalité. Il est tout à fait net. Et là, on pourrait se demander, en plus de tout cela, ce millefeuille argumentatif, etc., il y a une raison encore un peu supplémentaire. C'est que non seulement il y a des bonnes équipes de VRP, mais il y a aussi quelque chose d'un marketing cognitif qui favorise la crédulité. Je l'ai déjà un peu dit, les propositions de la crédulité, et on l'a vu d'ailleurs dans l'exemple introductif, elles peuvent souvent compter sur le fonctionnement du cerveau, sur la façon dont on raisonne. Alors, notre cerveau est un outil absolument formidable, mais comme je vous l'ai dit, dans un certain nombre de cas, il déconne systématiquement. Et je vais le montrer, et je vais commencer par les exemples. Par exemple, vous voyez, dans ce cas de figure, eh bien, vous le croirez peut-être pas, mais ces 3 voitures ont exactement la même taille. Alors, l'écran est beaucoup trop grand pour que je vous le montre. Oui, je vois, vous pouvez faire ça, comme ça, à peu près. Et vous verrez que ces 3 voitures, en fait, c'est 3 fois la même.
qu'on met l'une, c'est la même image qu'on copie-colle. Vous voyez, d'ailleurs, la plaque d'immatriculation est la même. Et pourtant, notre cerveau nous commande de croire que la troisième est plus grosse que la première. Mais ce n'est pas le cas. C'est relativement déstabilisant. C'est tout simplement parce que cette information, elle est mise en scène avec une, vous voyez bien, avec une ligne de perspective, tout simplement, et que notre cerveau reconstruit l'interprétation de cette information. Ce qui veut dire qu'une information bien mise en scène peut susciter un effet psychique extrêmement fautif et systématique. Là, c'est le cas, évidemment, d'une illusion d'optique. J'en ai une autre à vous montrer. Alors, bon, n'ayez pas trop peur hein, de ce qui est marqué. Alors, regardez, en fait, cette croix fixement. Ne regardez pas aux alentours. Je vais le faire avec vous. Si peut-être il y a des épileptiques, il faut peut-être se méfier. Vous avez vu, on a l'impression que la croix augmente de taille. Eh bien, c'est le cas. Elle augmente de taille. Donc, ce n'est pas ça le problème. Continuez à regarder cette croix fixement. Vous allez voir, l'effet est très intéressant. Mais ça nécessite un peu de persévérance. Donc, quand je vous le dirai, vous allez faire autre chose. Continuez donc toujours à fixer cette croix sans détourner le regard. Voilà, sinon vous recommencez hein, à le fixer. Ça marche mieux quand on le fait assez longtemps. C'est pour ça que je laisse filer cette vidéo. Voilà, continuez à fixer cette croix. Il n'y en a plus pour très longtemps. Peut-être que je pourrais prévoir une blague pour ce moment. Et en plus, en même temps, la vidéo s'arrête, alors je ne sais pas quels vont être les faits. Normalement, c'est en continu. Vous voyez. Regardez maintenant à droite et à gauche, autour de vous. Voilà. Voilà. Alors, et vous avez vu, il y a deux phénomènes qui se sont produits. En regardant à droite et à gauche, vous avez vu des vaguelettes. C'est-à-dire que l'illusion, c'est assez intéressant, elle est sortie du cadre. Ce qui veut dire, c'est une transition pour vous dire que l'illusion, elle n'est pas toujours seulement dans l'image, mais quelquefois elle arrive dans le monde réel. Et la bonne nouvelle, vous avez vu, c'est qu'elle a disparu, cette illusion, et assez vite. Ce qui veut dire qu'on peut tromper notre cerveau, mais on a suffisamment de résilience cognitive et pour voir que notre cerveau revient à une traduction plus acceptable de la réalité. Alors oui, bon, je sais que là, il y a des impatients. Ils se disent vite, la slide après. Vite, vite, vite. Et OK, je vous la mets vraiment pour vous faire plaisir. Donc oui, notre cerveau peut nous tromper, parce que tout de même, je ne sais pas ce que vous avez imaginé, mais voilà, c'est une dame, tout simplement. Voilà, c'est une dame, hein, mais tout le monde avait prévu peut-être de voir une dame. Et donc voilà, notre cerveau peut en effet s'abandonner à des interprétations fautives dans un certain nombre de cas. Là, on est déjà presque dans un cadre mental. C'est plus l'illusion d'optique seulement, c'est une théorie qui vient derrière, ou je sais pas, quelque chose qui vient du cerveau reptilien. Je vous laisse juger. Mais malheureusement, les duperies faites au cerveau, elles vont bien au-delà, et ça va me permettre d'entamer ma conclusion de cette intervention. C'est ce qu'on appelle le vaste domaine des biais cognitifs et des illusions mentales. Parce qu'il n'y a pas que des illusions d'optique, il y a aussi des illusions mentales, malheureusement. Et c'est précisément en raison de ces illusions mentales que les propositions de la crédulité vont partir avec un avantage concurrentiel par rapport à certaines propositions de la science. Alors, pour vous faire toucher de la même façon que je l'ai fait avec les illusions d'optique, l'existence de biais cognitifs, d'erreurs de raisonnement, voici un problème tout simple qui relève, disons, du cours, je vais dire, moyen. Hein, c'est un problème de CM1. Le voici, je le lis pour ceux qui seraient au fond. Les pommes de terre sont composées de 99% d'eau et 1% de matière sèche. Bon, il faut admettre l'énoncé du problème, bien sûr. Un sac, vous voyez, en contient 100 kilos, soit 99 kilos d'eau et 1 kg de matière sèche. On est d'accord jusque-là. D'accord ? Bon, on laisse un peu ce sac et il y a un phénomène d'évaporation qui se produit. Et donc, on a ces nouvelles données, c'est qu'avec cette évaporation, désormais, l'eau ne compose plus que 98% de chaque pomme de terre. D'accord ? Il y a eu de l'eau qui s'est évaporée. La question, c'est, du coup, combien pèse le sac? Là, vous vous dites, il ne vaut mieux pas que je parle trop fort.
Sinon, il va me choper dans la salle. Oui, qu'est-ce que vous avez dit? Vous vous dites, bon, c'est peut-être 99, 98, certains disent 100, peut-être ça n'a pas bougé. Non, ça ne peut pas être 100, parce que quand même, je vous ai dit qu'il y a de l'eau qui s'est évaporée, donc forcément, le sac va être plus léger. Ah, pas mal, c'est pas 49, mais pas mal, c'est 50 kilos. Mais cette réponse, elle est très contre-intuitive. Elle doit, alors pas vous, monsieur, peut-être, mais elle doit en surprendre normalement une majorité. Et cette majorité qui est surprise par ce résultat, ben c'est simplement parce qu'elle s'est abandonnée un peu à son intuition. Vous voyez, le problème, on ne sait pas trop comment le prendre. On se dit, bon, il y a un peu d'eau, pas beaucoup, puisqu'on passe de 99% à 98%. Bon, allez, admettons, ça doit faire, c'est 1%, donc c'est de l'eau, 1 kilo. Enfin bon, on mélange un peu tout ça, on touille, et notre cerveau nous dit, c'est peut-être 99, c'est peut-être 98, mais il ne nous dit pas c'est 50 kilos. Évidemment, là, vous êtes dans un espace social où vous êtes conduit à vous méfier de votre intuition. Après tout ce que je vous ai dit, normalement, vous devriez vous dire mollo au niveau de l'intuition. Hein, sinon, c'est pas bien compris. Mais l'intuition, c'est fantastique. Hein, on en a besoin, bien entendu. Mais des fois, ça nous conduit vers l'erreur. Et par exemple, ça nous conduit à pas comprendre tout de suite que c'est 50 kilos. Alors là, je le dis avec beaucoup de précaution. J'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps à l'Université libre de Bruxelles, où c'était sur un autre sujet, mais j'avais repris ce petit problème. Et pendant une semaine, j'ai eu une controverse avec 2 physiciens qui m'ont tout calculé. Hein, pour qu'au bout d'une semaine, ils me disent... en fait, d'accord, c'est vrai, on vient de comprendre, c'est 50 kilos. C'est pourtant pas dur à comprendre. C'est tout simplement que si l'eau constitue 98% du poids de la pomme de terre, ça veut dire que la matière sèche, elle constitue combien? 2%, puisqu'il y a de l'eau qui s'est évaporée. C'est-à-dire que le poids relatif de la matière sèche, il a un peu augmenté. Mais par contre, ce poids de la matière sèche, il n'a pas augmenté, lui. C'est toujours 1 kilo. Elle n'a pas pris du poids, la matière sèche. Donc en fait, ça veut dire que 1 kg de matière sèche représente 2% du poids total. 1 kg, 2%, 100%, 50 kg. Un tableau de proportionnalité, d'accord? Si 2% du poids font 1 kg, alors 100%, ça fait 50 kg. J'espère qu'il n'y a pas de physicien dans la salle et que je vais me reprendre pendant une semaine de mail. Bon. Ben, vous voyez, cette réponse à ce problème tout simple, elle est contre-intuitive. Il y a le célèbre problème de la batte de baseball et de la balle. C'est un peu plus simple, hein, c'est une batte de baseball et une balle qui valent ensemble 110 €, les deux ensemble. Et la batte vaut 100 € de plus que la balle. Donc combien vaut la balle? Alors là, vous dites, il ne faut pas que je dise 10. Il ne faut pas que je dise 10 €, mais évidemment, c'est ça qu'on a envie de répondre. Mais si la balle vaut 10 €, la batte qui vaut 100 € de plus, elle vaut 110. 110 plus 10, ça fait 120, c'est pas bon. Donc la bonne réponse, c'est 5. 5 €. La balle vaut 5 €, et donc la batte vaut 105 €. 105 plus 5 égale 110. Vous voyez, c'est toute une série de problèmes qui sont très contre-intuitifs. Très contre-intuitifs, mais qui peuvent peser sur notre raisonnement. Je terminerai par un dernier petit problème pour vous montrer combien la configuration du marché de l'information, la façon dont on configure l'information, peut avoir un impact sur notre façon de voir le monde. Par exemple, supposons que 600 personnes ont été exposées à une maladie mortelle. Vous devez choisir entre 2 options. Là, il n'y a pas de bonne réponse. Je vous le dis tout de suite. Hein, ce n'est pas la peine de commencer à avoir. Moi, je ne réponds plus rien. Non, il n'y a pas de bonne réponse. C'est juste un dilemme moral. Soit vous sauvez 200 personnes, soit vous avez 33% de chance de sauver tout le monde et 66% de sauver personne. On vous demande de prendre une décision. Pas facile, d'accord? Mais voilà. Et si je présente le problème d'une autre façon, à d'autres personnes, pas à vous, qui n'ont pas vu le premier problème. Supposons que 600 personnes, etc. Vous laissez mourir 400 personnes, mais 200 survivent. Il y a 66% de chances que tout le monde meure, mais 33% que tous survivent. C'est le même problème, hein. C'est le même problème, mais on a fait simplement ce qu'on appelle un frame effect, un effet de cadrage différent. Alors là, pour être bien certain que c'est le même problème, hein, j'ai remis les 2 problèmes comme ça. 200 personnes, etc. Vous voyez que c'est la même chose, mais évidemment, on insiste plus ou moins sur un point ou sur l'autre. Eh bien, c'est pas moi, c'est Tversky et Kahneman qui ont mené ce problème. Daniel Kahneman est très célèbre puisqu'il a eu le prix Nobel d'économie en 2002. Eh bien, dans ce cas de figure, 72% des sujets de l'expérience choisissent la première option. D'accord? Et dans le deuxième cas de figure, quand on le fait passer à un autre groupe, 78% des sujets de l'expérience choisissent l'option 2 cette fois.
Donc vous voyez comment la façon dont l'information est configurée vous attend en quelque sorte au coin du bois et peut vous faire des propositions qui vont dans le sens de ce que vous croyez être votre intuition, mais qui est en fait une face un peu obscure du cerveau. Songez par exemple, puisqu'on est au futuroscope, que quand on parle de risque, notre cerveau a tendance à multiplier intuitivement 10 à 15 fois les faibles probabilités. De sorte que si quelqu'un expose, par exemple, avec les arguments de la peur, les risques d'une nouvelle technologie, à tort ou à raison, de toute façon, notre cerveau va multiplier par 10 ou 15 ces faibles risques. S'il expose les coûts d'une innovation technologique plutôt que ses bénéfices, là aussi, il part avec un avantage concurrentiel, puisque pour compenser 1 euro de coût, il faut psychologiquement 2,5 euros de bénéfices. Et voilà, des biais cognitifs de ce genre, il y en a plus de 150 qui ont été identifiés, ils sont chaînés entre eux, ils peuvent s'hybrider avec des stéréotypes sociaux, avec des récits. Et si vous rajoutez, si vous n'avez pas oublié qu'en plus de cela, la crédulité a des équipes de VRP extrêmement motivées, vous comprenez que notre histoire, elle n'est pas encore finie. Je vous remercie. Bonjour. Est-ce que vous avez une suggestion, une proposition pour sortir des chambres d'écho, pour ne pas rester enfermé dans sa propre chambre d'écho? Bon, c'est assez difficile parce que je vous ai dit que c'était une tendance un peu générale, mais en effet, il y a des suggestions que j'ai faites d'ailleurs, que j'ai faites notamment à Facebook. Je pense qu'il faudrait, par exemple, instaurer, mais ils l'ont fait, en fait, ils ne m'ont pas attendu, m'ont-ils dit, instaurer une pondération aléatoire dans les algorithmes. C'est-à-dire que plutôt que de voir prioritairement les amis que vous aimez bien, bon, vous pouvez laisser un peu ça, parce que ça fait plaisir, mais par ailleurs, si on instaurait une pondération aléatoire, eh bien, cela créerait plus de diversité. Donc je pense que parfois, il faut se servir du hasard. Et peut-être que cette pondération, elle n'est pas encore assez importante, effectivement, et il faudrait que ces algorithmes, un peu partout, que ce soit sur Amazon, etc., tiennent compte de cela. Voilà, ça c'est une suggestion technique possible. Pas la seule, mais bon. Merci pour cette conférence. Est-ce que vous avez un moyen d'alerter les pouvoirs publics sur ce risque qui peut influencer l'éducation et un certain nombre de grands corps institutionnels? Je ne sais pas si j'ai les moyens, vraiment, mais du moins j'essaye. Alors, dans mon dernier livre, qui s'appelle Déchéance de rationalité, pardon de me faire un peu de publicité, mais il se trouve que c'est un récit plutôt, c'est pas un livre de science, mais je raconte un peu mon expérience, notamment dans un centre avec des jeunes radicalisés. On m'a demandé justement d'essayer d'éveiller à l'esprit critique ces jeunes. Je l'ai fait pendant plusieurs mois, c'était passionnant. Je raconte un peu ça, mais je raconte aussi mes rencontres dans les ministères. Donc j'en ai rencontré des ministres, beaucoup, et je raconte un peu mon désarroi face à un certain nombre de promesses qui sont faites, je pense très sincèrement. J'ai rencontré, paradoxalement, que des gens plutôt intelligents, je crois bienveillants et en tout cas sincères. Mais le problème, c'est qu'ils sont frappés d'amnésie antérograde. C'est-à-dire que leur attention semble être attirée par 1000 sujets. Et c'est vraiment, quand on parle d'un agenda de ministre, c'est vraiment ça. Et j'ai connu une petite déception, notamment avec le ministère de l'Éducation nationale, parce qu'après avoir rencontré Jean-Michel Blanquer 2 fois, il était extrêmement enthousiaste à l'idée de développer un programme d'esprit critique. Mais bon, je raconte dans le livre, voilà, je suis resté sans nouvelles. Et à la sortie du livre, on s'est revus finalement. Et sans rancune, il m'a proposé, j'ai accepté, aussi sans rancune, de rentrer dans le conseil scientifique de l'Éducation nationale. Et avec cette mission de penser le développement de l'esprit critique, et nous avons eu notre première réunion du groupe de travail sur l'esprit critique la semaine dernière, donc avec des profs, avec des scientifiques, et on va essayer de réfléchir à la façon d'aider nos jeunes esprits en formation à faire leur déclaration d'indépendance mentale, en particulier par rapport au fonctionnement de notre propre cerveau. Donc c'est un pari, mais je pense que c'est difficile, mais voilà, je donne quand même une petite note d'optimisme. Pour l'instant, je suis quand même assez satisfait de cette avancée. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez un peu réfléchi, non, pas réfléchi, travaillé sur le principe de précaution. Oui. Oui. Qui, je pense, est un élément quand même important et qui change notre société. Oui, nous avons écrit avec mon collègue Étienne Géin un livre qui s'intitule « L'inquiétant principe de précaution ». Vous imaginez un peu la thèse qu'on défend dans
dans le livre. Je ne suis pas très favorable en effet à la constitutionnalisation du principe de précaution, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que je pense qu'il entérine un certain nombre d'erreurs de raisonnement par rapport au risque. Il entérine et il légitime un certain nombre de raisonnements par rapport au risque qu'on a appelé le précautionnisme, c'est-à-dire l'utilisation idéologique du principe de précaution. Et ce principe de précaution, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce qu'on a écrit un livre, donc je pourrais faire une conférence sur ce sujet. Je m'intéresse beaucoup aussi à la perception du risque, à l'innovation, à ces questions. Et donc le principal défaut du principe de précaution, mais ce n'est pas des moindres, c'est qu'il attire, quand vous lisez le principe, il attire notre attention sur les conséquences de notre inaction, de notre action, pardon. C'est-à-dire qu'il dit en cas de dommages graves et irréversibles, etc., on doit anticiper les conséquences possibles de notre action. Et on a raison de le faire, parce que nos moyens, notre puissance technologique peut aboutir à la destruction de notre environnement, de la destruction de vie humaine. Donc c'est un devoir moral de penser les conséquences de notre action. Mais c'est une faute morale de ne pas accompagner cette vigilance d'une réflexion sur la conséquence de notre inaction. Parce que quand on s'interroge sur les conséquences, par exemple, d'une innovation technologique, on doit aussi s'interroger sur les conséquences de l'abandon de cette innovation technologique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Est-ce que ça ne va pas être pire? Parce que sinon, vous pouvez toujours avoir assez d'imagination pour envisager le pire. Et tout cela vient d'un philosophe allemand, d'ailleurs, qui s'appelle Hans Jonas, qui a écrit un livre qui s'appelle « Principe de responsabilité », qui a donné le principe de précaution, et qui a une maxime qui dit tout, « in dubio pro malo », c'est-à-dire, dans le doute, imagine le pire. Voilà. Et donc, comme vous l'avez compris, l'idéologie de la peur, l'exhibition permanente du risque, eh bien, évidemment, c'est un très très bon produit sur le marché cognitif, dérégulé. D'abord parce qu'il a plein d'acteurs qui en font la promotion, il est des VRP très puissants, toutes sortes d'associations, pareil, qui sont bien intentionnées, mais qui diffusent pas toujours de bonnes informations, parfois oui, parfois non. Que généralement, il faut à la science beaucoup de temps à défaire une alerte, alors qu'il faut quelques instants pour en envoyer une. Donc il y a un embouteillage des craintes, de sorte qu'on vit dans une société, et là, globalement, on a l'impression d'être toujours empoisonné en permanence, et face à notre assiette, on souhaite plutôt bonne chance que bon appétit. Ce qui est quand même un peu inconfortable. Donc oui, évidemment, c'est un gros morceau du problème. Ce soir, j'ai voulu parler d'éléments de croyance un peu plus distrayants, parce que je savais que j'arriverais en fin de journée, et je voulais pas rentrer dans le cœur de la problématique de la perception des probabilités, etc. Mais c'est tout à fait passionnant. Merci de cette nouvelle conférence. Ma question reprend un petit peu ce qui s'est dit tout à l'heure à propos d'intégrer du hasard, et notamment je me pose la question. Aujourd'hui, on a le sentiment d'être un petit peu aussi dans une crise politique. On a beaucoup de mal à faire la part des choses dans tout ce qui peut être diffusé comme avis, opinion, etc., ou au travers des sondages et autres. Et dans quelle mesure pensez-vous que aussi intégrer du hasard, c'est-à-dire du tirage au sort dans la représentativité, notamment à l'Assemblée, etc., serait de nature à améliorer ou pas les aspects démocratiques de notre société? Alors ça, c'est une idée effectivement qu'on trouve notamment sur Internet. Il y a des auteurs qui défendent cette aléacratie en quelque sorte, mais simplement on n'est plus en démocratie. C'est-à-dire que la légitimité en démocratie vient du peuple, comme le nom l'indique. Donc là, la légitimité viendrait d'un tirage au sort. Alors ça se fait, comme vous le savez, notamment pour certains jurys, dans certains procès. Il y a des tirages au sort. Cette mesure pourrait être extrêmement dangereuse si les échantillons sont restreints. Par exemple, pour désigner un président de la République ou une présidente, ou pour désigner des scrutins uninominales. La question reste ouverte, par contre, comme vous l'avez bien fait dans votre question, indiqué pour des questions par exemple, d'Assemblée nationale, de grandes assemblées, puisque l'Assemblée nationale souffre d'un problème de reproduction, parce que certaines catégories sociales sont plus représentées que d'autres, même s'il y a eu un gros renouvellement, là, avec les perturbations politiques qu'on a connues. C'est un fait relativement inédit, majeur, qui s'est produit avec l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence. Mais tout de même, on voit bien qu'il y a quand même peu d'ouvriers, etc., dans les rangs de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'un tirage au sort améliorerait les choses? Ça changerait les choses, ça poserait d'autres problèmes, n'est-ce pas? Mais
je pense que le principal problème politique par rapport au Parlement, c'est qu'il n'y a plus de vie parlementaire à proprement parler. Ça, c'est la Ve République qui le produit. Mais d'un autre côté, quand on était dans une situation de parlementarisme, il y avait une instabilité politique permanente. On a connu dans les républiques précédentes. Et ce n'était pas forcément mieux. En tout cas, je n'ai pas d'avis définitif sur la suggestion que vous faites. Mais le fait que ce genre de suggestion surgisse indique bien, en effet, qu'il y a une crise. Il y a une crise démocratique. Aujourd'hui, et ça se traduit beaucoup dans ce qu'on appelle le populisme, il y a l'idée d'une trahison du peuple permanente. Et ça, c'est une idée qu'on trouvait déjà chez les grands orateurs de la Révolution française, par exemple Anacharsis de Cloutz, etc., pensaient que le monde politique devait être surveillé de façon tyrannique par le peuple. Ça a conduit à couper des têtes. Comme vous le savez, la terreur, c'était ça, dans le fond. C'est l'idée qu'il y avait une trahison, qu'il y avait des traîtres à l'intérieur même du mouvement. Donc, moi, j'observe, généralement, je m'abstiens de donner mes points de vue politiques, j'observe avec beaucoup d'intérêt tous ces mouvements et je sais que cette proposition est en effet une proposition qui incarne, je pense, le sentiment de défiance vis-à-vis du personnel politique aujourd'hui. Bonjour, Antoine Dutilleul. Vous avez mentionné que vous avez commencé à travailler sur le sujet de l'éducation des jeunes âmes à l'esprit critique. Et pour nous qui sommes déjà un peu plus vieux, est-ce que vous auriez des choses à nous conseiller pour mieux connaître le fonctionnement de nos cerveaux, pouvoir tourner autour et éviter de tomber dans ces pièges? Absolument, vous pouvez lire mes livres. Mais ça fait une très bonne conclusion. Non, mais il y a pas que mes livres. Il y a plein d'auteurs absolument formidables, oui, qui peuvent vous aider, parce que c'est assez ludique en même temps. Je vous conseille par exemple de lire Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman. Vous trouverez en poche. Vous pouvez tout de même lire La démocratie des crédules que j'ai écrit. Vous retrouverez un certain nombre de choses concernant cela. Puis il y a aussi tout simplement des vidéos, des chaînes YouTube qui sont extrêmement bien faites, qui défendent le rationalisme. Par exemple, la chaîne Hygiène Mentale est une chaîne très intéressante. Il y a Dirty Biology, alors bien que ce soit un titre anglais, c'est un jeune homme qui parle en français. Et il y a toute une série de Kyriel, de chaînes qui prouvent aussi que face au flux de la crédulité, il y a quand même une réaction un peu rationaliste qui s'organise. Alors certes, ça ressemble à un combat comme Léonidas dans les Thermopyles, c'est-à-dire à 1 contre 1000, mais enfin quand même, c'est un combat qui est mené vigoureusement. Et donc, j'aime bien aussi, moi, applaudir et, comment dirais-je, inciter et indiquer l'existence de ces chaînes, parce qu'ils font vraiment du bon boulot.